Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce Xème podcast balado du Dr. Kin. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, un sujet qui est ressorti récemment. Entre autres, on a attiré mon attention sur ce sujet-là suite à des publicités faites par des groupes de médecins s'occupant de la perte de poids. Et le groupe de médecins en question mentionnait ou utilisait dans leur publicité un argument qui allait à l'encontre de la théorie de l'équilibre énergétique. Donc, il disait que calories in et versus calories out, c'était faux, principalement parce que notre poids était prédéterminé. Donc, ça faisait référence à une théorie qui remonte à assez loin, là, potentiellement au moins jusqu'aux années 80, si ce n'est pas plus vieux que ça, au niveau de la théorie du 7-point pondéral, ou un terme qui a été aussi utilisé, le pondérostat, donc un peu le thermostat du poids, qui ferait en sorte qu'on serait préprogrammé avec un certain poids. Et l'organisme se défendrait bec et ongle pour essayer de maintenir ce poids-là, donc pour éviter de déroger, éviter soit de perdre du poids ou de prendre du poids. Et ce que ça causait, ce que ça fait ça, c'est que, en réalité, on n'est pas tant responsable que ça de notre poids, c'est surtout ancré dans nos gènes, donc lorsqu'on est, on a théoriquement un poids qui est estampillé et c'est ce poids-là que l'organisme va tenter de maintenir. Donc, c'est une théorie qui est intéressante. C'est surtout une théorie qui a été beaucoup déformée. Donc, la théorie du 7-point pondéral, ça fait référence à des systèmes de contrôle. Donc, s'il y en a qui ont étudié en ingénierie ou qui ont eu l'opportunité de travailler avec des systèmes, là, donc, c'est des mécanismes de contrôle, des mécanismes régulatoires, des systèmes qui utilisent des feedbacks, donc de la rétroinformation et des boucles de rétroinformation. Donc, c'est assez complexe et c'est surtout pas comme c'est souvent présenté. Donc, malheureusement, la théorie du 7 points, c'est presque exclusivement présenté comme vous avez un poids et vous ne pourrez pas sortir de ce poids-là parce que vous êtes programmé comme ça. Alors que quand on lit sur les théories du 7-point pondéral, c'est pas ça que ça dit exactement. C'est que ça dit qu'il y a des mécanismes de régulation qui vont influencer notre balance énergétique, qui vont faire en sorte qu'on va maintenir ou non un poids donné. Donc, c'est un petit peu différent du poids qui est ancré, du poids qui est prédéterminé. Pourquoi c'est important? D'une perspective évolution, donc plus darwinesque, c'est contre-productif pour l'organisme d'avoir un poids préprogrammé et d'avoir à lutter pour maintenir ce poids-là indépendamment de son environnement. Donc ça, c'est très coûteux en termes de ressources et il faut savoir que nos ressources sont quand même limitées et qu'on doit les répartir entre la reproduction, la survie. Donc c'est vraiment les éléments essentiels. Aujourd'hui, c'est moins évident lorsqu'on parle de survie. Donc, la survie aujourd'hui, c'est avoir un emploi, avoir un revenu, être capable de s'acheter de la nourriture, avoir un toit, etc., etc. Il y a 1000 ans, la survie, c'était autre chose complètement. Mais néanmoins, notre organisme est quand même fait, organisé pour allouer ses ressources en fonction de la reproduction, perpétuer l'espèce, et la survie ou encore l'évolution, le développement, l'adaptation. Si on se préprogramme avec un poids, si on doit maintenir ce poids-là pour une raison X, et c'est une des failles en passant de ceux qui utilisent la théorie du 7 points pour dire vous avez un poids préprogrammé et ça ne changera pas, c'est pourquoi ce poids-là serait programmé. Pourquoi moi, je serais programmé à 77 kg, mon voisin à 90, ma voisine à 57. Donc, pourquoi on aurait ces valeurs-là? Qu'est-ce qui déterminerait ça? Et c'est quoi l'utilité évolutive d'avoir ce poids fixe-là? Donc, ça n'avantage pas notre reproduction d'avoir un poids préprogrammé, ça n'avantage pas notre survie non plus. Donc,
Qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est vrai qu'il y a des mécanismes régulatoires, c'est vrai qu'il y a un état d'équilibre qui est atteint. Donc, on ne peut pas le nier. Cet état d'équilibre-là, c'est quoi? Ben, c'est votre poids. Donc, votre poids, en fonction de votre environnement, c'est vraiment ce qui détermine un peu, en anglais, on utilise ce settling point-là ou ce point d'équilibre-là. La distinction est importante parce qu'il y en a un qui fait en sorte que on dit que notre poids il est fixe, il est prédéterminé et on doit lutter contre ça. Et l'autre dit que notre poids, c'est plutôt, on atteint un équilibre en fonction de facteurs externes. Alors, je reviens un peu avec l'évolution, mais pourquoi c'est intuitivement, ça va à l'encontre de l'évolution, des principes d'évolution lorsqu'on parle de poids prédéterminé. C'est parce que si moi, je m'en vais dans un environnement qui est très appauvri en termes de calories et qui est très énergivore, donc qui me coûte très cher en énergie pour me nourrir, si je dois chasser sur de grandes distances pour trouver très peu de calories, si en plus de ça, donc je vais prendre de mes ressources, de mon énergie pour chasser, donc ça me coûte cher en énergie. Donc ensuite de ça, je vais pouvoir me nourrir avec très peu de calories. Si en plus, il faut que j'aie une partie de mon énergie qui soit allouée pour lutter, pour maintenir mon poids, ça menace ma survie parce que ça fait moins d'énergie que je peux utiliser pour chasser puis me procurer de la bouffe. Et cette bouffe-là, déjà, ne me donne pas beaucoup d'énergie. Donc on observerait un taux de décès super important. Et aussi, on observerait une réduction de la quantité d'énergie disponible pour la reproduction. Donc, l'espèce pourrait moins se perpétuer, on pourrait moins procréer. Donc, ça, c'est il y a longtemps. Alors, le poids fixe comme tel, on observe ça chez certains animaux qui vont ils vont être en mesure de maintenir ça. Mais ces animaux-là, leur maintien du poids, on l'observe dans des environnements dans lesquels ils sont habitués, des environnements qui sont constants. Donc, on ne les sort pas de leur environnement. Donc, on remarque que plusieurs animaux, plusieurs mammifères vont maintenir un poids en fonction des différentes saisons, en fonction... Donc, il y a plein d'éléments où ils vont maintenir leur poids selon une légère fluctuation. Mais ils sont toujours dans leur même environnement. Donc, on ne prend pas un animal qui vit dans la forêt équatoriale, puis on ne l'amène pas en Antarctique. Donc, il reste, quand on observe la stabilité de son poids, on observe une stabilité du poids dans un environnement qui est constant. Alors ça, c'est super important. Puis, cet environnement-là, chez les animaux, va possiblement évoluer moins rapidement que notre environnement. Un exemple assez flagrant de ça, vous avez une promotion au travail, vous travaillez habituellement à Montréal, en Amérique du Nord, puis là, votre promotion vous amène à aller travailler pour une firme de consultants en Namibie. Donc, vous arrivez là-bas, c'est complètement un autre environnement. Vous n'avez peut-être pas accès aux mêmes infrastructures, au même type de locomotion, aux mêmes services, etc. Donc, c'est un changement majeur en termes de relation avec votre environnement. Et là, à ce moment-là, on pourrait observer des fluctuations de poids plus ou moins importantes. J'ouvre la parenthèse ici. N'hésitez pas, comme on est en direct, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les lancer, à les poser. Ça anime la discussion. Sinon, ça peut venir rapidement très théorique et je ne suis pas convaincu que ma capacité à faire des monologues est si palpitante. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et à mettre vos commentaires. Donc, si je reviens un petit peu à mon introduction aussi avec le groupe de médecins qui utilise la théorie du settling point en disant vous avez déjà essayé de perdre du poids, c'est très difficile, c'est normal, ce qui n'est pas faux. C'est pas de votre faute, ça se peut aussi. C'est parce que votre poids est préprogrammé et il faut le déprogrammer. Donc, il faut faire une intervention qui va changer la programmation de votre corps, qui va lui dire ton poids, c'est pas 97 kg, ton poids, c'est 60. Et ça, c'est complètement faire abstraction de la relation qu'on a avec l'environnement. Quand on observe des fluctuations de poids, quand on observe des gains de poids, c'est toujours en lien avec des fluctuations au niveau de la balance énergétique. Donc, c'est lorsqu'il y a un surplus ou lorsqu'il y a un déficit, c'est là que le poids va varier. Ce surplus-là ou ce déficit-là va être créé par des changements au niveau de la quantité de calories qu'on dépense et ou au niveau de la quantité de calories qu'on ingère.
Les mécanismes régulatoires qui nous permettent de maintenir ou non un poids vont donc devoir affecter soit notre appétit, donc les calories qu'on ingère, ou encore les calories qu'on dépense. Là, on va parler, lorsqu'il est question de calories qu'on dépense, on parle de, souvent on va dire le terme thermogénèse adaptative. Donc, c'est l'adaptation du métabolisme énergétique face à une modification du poids. Qu'est-ce que ça stipule, ce phénomène-là, cette théorie-là? C'est que si vous perdez du poids, votre organisme va commencer à dépenser moins de calories pour ralentir cette perte de poids-là. Donc, la façon dont c'est présenté, c'est une réaction pour contrer la perte de poids parce que la perte de poids serait mauvaise. Quand on épluche ça un petit peu plus, puis on tasse la poussière, là, on remarque que la diminution de la dépense énergétique lorsqu'on perd du poids est majoritairement causée par la perte de poids comme telle. Donc, quand je perds du poids, je perds de la masse grasse, je perds de la masse musculaire. Donc, ça a un impact direct sur mon métabolisme de repos. J'en ai parlé par le passé. Donc, on va observer une diminution de la dépense énergétique qui est tout à fait normale et qui n'est pas nécessairement une adaptation. Donc, c'est vraiment un changement qui est passif. Ce n'est pas l'organisme qui met en place une réponse ou une réaction. C'est juste qu'en lien avec le déficit énergétique, l'organisme puise dans ses réserves et ça fait en sorte que la diminution de ces réserves-là va occasionner une diminution de la dépense énergétique. Donc, ce n'est pas un processus actif, c'est vraiment une réponse passive. Ensuite de ça, dans certaines études, on a observé une réponse active, c'est-à-dire qu'une diminution du métabolisme énergétique indépendante ou pas exactement associée au changement de composition corporelle. Donc, ça va être le cas d'une réduction calorique super importante. Donc, on va observer qu'il y a un ralentissement du métabolisme de repos qui est léger. Sauf que ce ralentissement-là, c'est pas causé nécessairement en réponse au déficit énergétique, c'est causé par le déficit énergétique et surtout par la diminution de la présence des substrats. Donc, l'organisme a moins d'éléments à utiliser, ce qui va faire en sorte qu'il y a moins de processus métaboliques qui vont pouvoir fonctionner et ça se traduit par un ralentissement du métabolisme énergétique. Donc, présenté comme ça, c'est pas nécessairement l'organisme qui va décider mais c'est l'organisme qui est pris avec. S'il y a une tempête de neige dehors, ben vous allez prendre votre voiture, vous allez conduire moins vite parce qu'il y a de la neige, vous allez être un peu pris dans la neige. Ben, la conduite moins vite, c'est parce que vous êtes pris dans la neige, donc vous êtes un peu pris avec ça. Diane qui pose une question, l'IMC, est-ce que c'est un bon barème? Bien, ça dépend pourquoi. Donc, l'IMC, pour déterminer si notre poids fait du sens ou non, c'est une bonne première étape, parce que ça nous indique si notre poids par rapport à notre grandeur peut nous causer des problèmes, augmenter nos risques de développer des problèmes de santé. En lien avec la régulation du poids comme tel, bien, on a observé l'IMC en lien avec des déficits ou des surplus énergétiques et il semblerait que, entre autres, ce que je parlais, qui est l'adaptation énergétique, est potentiellement différente chez certaines personnes et ce serait plus flagrant chez les personnes qui ont un IMC plus élevé. Donc, il y aurait une forme d'adaptation qui serait moins précise chez les individus qui ont un indice de masse corporelle un peu plus important. Donc, cette régulation-là énergétique, c'est pas tout le monde qui l'observe. Donc, cette adaptation-là, suite à un déficit énergétique, on ne l'observe pas tant que ça. Des fois oui, des fois non. Et la différence ou l'écart qu'on a est quand même petit et souvent, ça frise avec la marge d'erreur qu'on a lors de notre mesure. Donc, ça devient un peu plus difficile de dire est-ce que c'est un changement réel ou c'est de la variabilité à cause de ma mesure. Ensuite de ça, l'autre chose qui est importante, c'est qu'à l'inverse, lorsqu'on a un surplus énergétique, eh bien à ce moment-là, on n'observe pas systématiquement une augmentation de la dépense énergétique active. Donc, on va observer une augmentation de la dépense énergétique, donc une adaptation passive, lorsqu'on va prendre du poids. Donc, si je suis en surplus énergétique, mon poids augmente, bien, ma dépense énergétique au repos, elle va augmenter proportionnellement à l'augmentation de la masse grasse et aussi potentiellement à l'augmentation de la masse musculaire, masse maigre. Donc ça, c'est le même principe. Donc, c'est pas nécessairement un changement mis en place par l'organisme. C'est, j'ai plus de cellules, donc métaboliquement, c'est plus actif au repos. Et ce qu'on observe assez rarement,
c'est lorsqu'on suralimente des individus, eh bien, on n'observe pas nécessairement une augmentation de la dépense énergétique des autres compartiments. Donc, là, par exemple, l'activité physique sur 24 heures, bien, c'est pas parce que je vais manger plus de calories que systématiquement, je vais dépenser plus de calories en bougeant ou je vais bouger plus. Donc, ça aussi, c'est ce que ça vient faire, c'est que la théorie du set point, là, donc notre poids serait prédéterminé, bien, ça semblerait fonctionner plus juste d'un sens. Donc, on lutterait uniquement pour maintenir un certain poids lorsqu'on descend en dessous de ce poids-là. Et lorsqu'on est au-dessus, donc lorsqu'on engraisse par exemple, l'organisme ne lutterait pas pour prévenir ça. Et là, ben, avec cette explication-là, on peut arriver à démontrer que, ben, OK, l'obésité, ça fait du sens. Parce que si j'avais un poids qui était préprogrammé, et que j'avais de la difficulté à perdre du poids parce que mon poids est préprogrammé, j'aurais autant de difficulté à prendre du poids parce que systématiquement, mon organisme compenserait et chercherait à revenir à ce poids-là, ce qui n'est pas le cas. Et donc, ça serait un mécanisme de régulation qui serait uniquement lorsque le poids diminue et il n'y aurait pas de signaux, il n'y aurait pas de mécanisme de voix qui dirait si ton poids augmente, c'est problématique. Donc déjà là, ça fait en sorte qu'on nuance pas mal la théorie initiale, comment elle est, je devrais dire, commercialisée. C'est-à-dire que ça fonctionne juste d'un bord. Et encore là, ça ne fonctionne pas nécessairement juste d'un bord. Quand on regarde les variables impliquées, quand on regarde qu'est-ce qui se passe lorsqu'on place quelqu'un dans un contexte de déficit énergétique, bien, on remarque que plus le déficit énergétique est important, plus il y a des modifications au niveau des différents compartiments de la dépense énergétique. Donc, plus je vais avoir une carence énergétique, bien, plus je vais observer une diminution des calories que je dépense en activité physique, puis aussi une diminution au niveau du métabolisme de repos. Donc, au total, le gros déficit énergétique va engendrer une modification qui est excessivement rapide. Et ce qui fait aussi en sorte, la vitesse que ces changements-là se produisent, bien, ça vient un peu mettre, je dirais presque un premier bon clou dans le cercueil là, de la théorie du set point, c'est que si une journée vous ne mangez pas, votre poids ne changera pas tant que ça. Donc, vous ne perdrez pas en une journée 10 kg, 15 kg si vous jeûnez une journée au complet. Par contre, si vous ne mangez pas de la journée, votre appétit va augmenter de façon considérable. Donc, vous allez avoir vraiment faim et vous risquez aussi d'être potentiellement plus léthargique que d'habitude. Donc, on va observer une réduction de votre activité physique sur 24 heures. Le métabolisme de repos ne sera pas tant que ça touché là, à court terme sur une journée, mais on va déjà, de façon très aiguë, sans que votre poids n'ait changé, observez un changement dans votre régulation de la balance énergétique. Votre appétit va être augmenté, vous allez avoir faim, vous allez vouloir manger, vous allez avoir des cravings et vous allez être un peu moins actif. Donc déjà là, on a un mécanisme régulatoire qui se met en place sans que le poids ait changé. Donc, si je suis capable de réguler ma dépense énergétique, salut Valérie, si je suis capable de réguler ma dépense énergétique, si je suis capable aussi d'avoir un effet sur mon appétit, ben, c'est probablement que les mécanismes de régulation ne sont pas stimulés, ne sont pas déclenchés par des perturbations au niveau du poids, mais d'autres éléments. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, puis c'est là qu'on se rend compte qu'il y a probablement plusieurs mécanismes régulatoires et qui ne sont pas associés au poids comme tel, mais sont beaucoup plus associés à l'énergie puis tout ce qui l'entoure. Donc ça, c'est vraiment, et ça fait beaucoup plus de sens à ce niveau-là, d'observer une régulation en fonction de l'énergie qui rentre et de l'énergie qui sort, en termes de survie puis de reproduction. Si j'augmente ma dépense énergétique, ben c'est logique. Moi, si je bâtis un robot, là, puis je veux qu'il aille loin dans la vie, je me dis que si son énergie baisse, je veux qu'il y ait un déclencheur qui dit « il faut que tu ailles te brancher ». Tu sais, puis nos mécanismes de régulation, nous-mêmes, si vous regardez votre téléphone cellulaire, votre ordinateur portable, quand la batterie descend trop bas, il y a un signal qui apparaît. C'est pas le poids de l'ordinateur, c'est vraiment quelque chose d'aigu, c'est l'énergie avant
que le poids change ou avant que la luminosité change, peu importe, c'est vraiment le déclencheur, c'est la quantité d'énergie qui reste. Puis plus ça descend vite, plus le message va apparaître rapidement. Vous allez avoir un message à 20% pour vous dire que votre batterie commence à être basse, mais si ça va super vite, rapidement, vous allez avoir un signal à 10, à 5%, puis va vous avertir, ça va fermer. Donc, la régulation, quand on bâtit des systèmes de régulation, on fait plus ça sur la quantité d'énergie parce que c'est l'élément qui est important, qui anime la structure. Donc, nous, ça fait plusieurs milliers d'années qu'on évolue. Ça ferait du sens que la régulation de nos réserves énergétiques en lien avec l'entrée puis la sortie, ça soit quelque chose qui soit modulable. Et ce que ça fait, quand on régule cette balance énergétique-là en fonction de l'ampleur des déficits ou des gains, on se trouve à mettre le poids comme étant une conséquence de cette régulation primaire-là. Donc, le poids devient une adaptation des réserves énergétiques à la balance énergétique qui elle-même va être influencée par notre environnement. Donc, ça change complètement la perspective de régulation du poids. C'est qu'on va le faire en fonction d'un surplus ou d'un déficit. Donc, là, par contre, on pourrait amener l'argument suivant de dire, oui, mais quand je suis en surplus énergétique, mon corps, il ne m'envoie pas de signaux de bouger plus. Et c'est vrai. Donc, le mécanisme de régulation, il serait lui aussi fait de façon plus précise lorsqu'il est en présence d'un déficit. Donc, lorsqu'il y a une carence énergétique, lorsque ça vient puiser dans les réserves, l'organisme, en vivant ce déficit-là, va avoir des mécanismes de contrôle qui vont stimuler la prise alimentaire, qui vont stimuler l'appétit. Concrètement, dans le quotidien, quelqu'un qui veut perdre du poids, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas le poids que j'ai qui va déterminer directement ma balance énergétique ou ma capacité à perdre du poids. Et ça, c'est corroboré aussi avec plusieurs études qui ont observé, par exemple, le poids initial d'une personne comme n'étant pas un déterminant majeur du succès ou de l'échec d'un processus de perte de poids. Alors, ce qui va arriver, c'est que plus je vais créer un déficit énergétique important dans un processus de perte de poids, plus je vais venir stimuler les mécanismes de régulation de la balance énergétique et potentiellement plus la perte de poids va être difficile parce que l'appétit va avoir tendance à être stimulé, puis mon activité physique sur 24 heures va avoir tendance, elle, à être modérée pour tamiser ou atténuer ce déficit énergétique-là qui est trop important. Donc, à minute par minute dans ma journée, j'ai un écart trop important entre les calories que je dépense et les calories que je mange, et c'est ça qui va déclencher mon appétit. Donc, ce n'est pas une faim hédonique, ce n'est pas une faim j'ai le goût de manger, ça me semble que ce serait bon de crème glacée, etc. C'est vraiment une faim associée à une carence énergétique, donc c'est une faim physiologique. Il faut que je me nourrisse pour avoir une quantité de calories adéquate qui rentre pour justement contrer ce déficit-là, parce qu'à plus ou moins long terme, ce déficit énergétique-là va être problématique. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai souri un peu quand j'ai vu la publicité du groupe de médecins qui veulent accompagner des gens en perte de poids, qui, dans le fond, se trouvent à déresponsabiliser l'individu. C'est une approche qui se vaut, mais c'est juste que la science derrière ça, c'est pas tout à fait comme il la présente. Donc, c'est pas vos gènes qui ont un poids qui est associé à ça. C'est pas votre poids qui décide si vous dépensez plus ou moins de calories. C'est beaucoup plus une question étroitement associée à la survie, c'est-à-dire êtes-vous en déséquilibre très important, un déséquilibre énergétique très important, et c'est ça qui va vraiment perturber les choses. On peut aller une couche encore plus loin, c'est que les différents compartiments de nos réserves énergétiques potentiellement pourraient envoyer des signaux distincts. Donc, pendant longtemps, on disait que le tissu adipeux, la masse grasse, quand elle diminuait trop, ça produisait certaines molécules, donc des adipokines, qui envoyaient des messages au cerveau, à l'hypothalamus plus particulièrement, pour lui dire écoute, là, tu perds de tes réserves, ça va pas bien, il faut augmenter les réserves, il faut maintenir le statu quo. Avec les années, on a réalisé que ce n'était pas tant le tissu adipeux
qui envoyait des signaux qui dictaient ce qui allait se passer, mais c'était plus la masse maigre, donc l'ensemble des organes et des muscles, et plus particulièrement, on remarquait que c'était la quantité d'énergie qui était associée à la masse maigre. Donc la masse maigre est beaucoup plus énergivore, beaucoup plus coûteuse en termes de calories que les réserves adipeuses. Donc c'est la régulation de la masse maigre qui avait un impact beaucoup plus important sur la régulation de l'appétit que les fluctuations de la masse grasse. Donc si je perdais beaucoup de gras rapidement, c'est pas ça qui allait tant stimuler mon appétit, mais c'était plus, par exemple, la diminution des réserves de sucre dans le muscle, donc le glycogène musculaire, ce qui cause une réduction un peu de la masse maigre, qui potentiellement pouvait déclencher des mécanismes plus puissants au niveau de l'appétit. Donc, c'est des choses qui sont assez complexes, mais en même temps, c'est un principe, presque un principe de balancier assez simple. Donc, oui, le corps veut maintenir un équilibre, mais ça, c'est quelque chose qui me fait sourire aussi, on dit, le corps veut maintenir l'homéostasie, veut maintenir un équilibre, puis j'amène souvent la question suivante, un équilibre avec quoi? Il veut s'équilibrer sur quoi? C'est qu'est-ce qu'on veut maintenir en équilibre? Est-ce qu'il veut maintenir, il veut précisément réguler s'il y a 3000 calories qui rentrent, je vais en dépenser 3000, donc c'est cet équilibre-là qu'il veut maintenir, ou plutôt c'est un équilibre plus axé sur la survie. Donc, quelles sont les exigences de mon environnement en termes d'énergie? Donc, combien de calories ça me coûte pour survivre, me reproduire dans mon environnement versus combien de calories sont disponibles. Et ça ferait plus de sens que ce soit ce type d'équilibre-là qu'on tente de maintenir. Donc, ça peut aller loin. L'être humain étant supposément un être un peu plus évolué. Puis, donc, lorsqu'on voit la capacité à maintenir ça, bien, on remarque qu'il y a des gens qui vont modifier leur environnement pour être en mesure de maintenir un certain équilibre. Donc, je vais vous donner un exemple. On commence un emploi qui est beaucoup trop exigeant physiquement. Ben, ça se peut qu'on décide, si on a la possibilité de changer notre environnement, je vais démissionner de ce travail-là, puis je vais me prendre un travail plus sédentaire. Pourquoi? Ben, parce que c'est plus facile de réguler ma balance énergétique avec un emploi sédentaire, étant donné la quantité de calories que je consomme. Fait que d'avoir un emploi super actif, ben, ça se peut que je ne sois pas en mesure de réussir à faire ça, que ça stimule mon appétit beaucoup trop, que je ne sois pas dans une zone de confort que je sois capable de tolérer. Alors nous, on a un peu ce luxe-là, dans certains cas, l'être humain, de pouvoir beaucoup modifier notre environnement. C'est un avantage, ça peut être un inconvénient. Et ce que l'animal a moins facilement. Donc l'animal va beaucoup plus subir son environnement et s'adapter à son environnement que l'inverse. Donc les modifications de l'environnement, si on parle d'un castor, ça va drastiquement modifier son environnement, ça va bloquer une rivière pour se faire son nid. C'est un changement majeur en termes de modification d'environnement pour un animal, mais on s'entend qu'il ne s'amènera pas un chauffage au gaz central dans sa petite hutte pour se réchauffer pendant l'hiver. Il va subir le froid, la glace, etc., puis il ne pourra pas modifier ça. Nous, ben, on a thermorégulé nos bâtisses, puis ben, on s'est dit, le froid, la chaleur, on n'aime pas ça. Nous, on va rester à 21 degrés tout le temps, hiver comme été. Donc, c'est un changement majeur au niveau de notre environnement. Et ça, c'est un petit cumul de choses qui vont influencer notre capacité à réguler notre balance énergétique. Et si on remarque, la majorité des adaptations qu'on force au niveau de l'environnement font en sorte que ça nous coûte moins cher de dépenser, ça nous coûte moins cher de calories, si on veut, pour naviguer ou vivre dans cet environnement-là. Donc, on facilite l'accessibilité à tout, on urbanise, on mécanise tout. Donc, aujourd'hui, aller consommer 1000 calories, ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup plus facile qu'il y a 1000 ans. Donc, ça, c'est des choses qui vont jouer beaucoup sur notre capacité à réguler les apports et la dépense. Et si l'organisme est moins bon pour réguler les surplus énergétiques, comme on modifie beaucoup notre environnement et ça a tendance à favoriser le surplus plus que le déficit, bien, il n'est pas anormal qu'on soit moins bien équipé pour gérer une prise de poids que pour en gérer une perte.
ce qui aussi abonderait dans les statistiques sur l'augmentation du poids de l'IMC pour les gens. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont importants à comprendre et qui nous placent dans un environnement et non pas qui nous mettent dans une position où notre poids est dicté à l'interne. C'est beaucoup plus notre poids qui est dicté en fonction des adaptations ou de la relation qu'on a avec notre environnement. Cette relation-là étant d'un point de vue énergétique, bien, la quantité de calories qu'on est capable d'extraire de notre environnement et la quantité de calories que ça nous coûte pour vivre dans cet environnement-là. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus un petit peu, s'il y en a qui ont eu des expériences de perte de poids avec des approches drastiques, puis qui ont observé des fluctuations, par exemple, sur leur appétit ou sur le nombre de pas qu'ils faisaient par jour, des choses comme ça. Il y a quelques années, on avait fait une étude, là, on avait fait une diète à 800 calories, majoritairement de protéines, puis on avait mesuré l'activité physique sur 24 heures, puis c'était des diminutions de l'ordre de 20-25% de l'activité physique, là, sans nécessairement que les gens s'en rendent compte. Donc, ça faisait en sorte que, ben oui, on avait des mécanismes de régulation, mais ce n'était pas fonction du poids, là, parce que le poids n'avait pas changé tant que ça dans les 2-3 premiers jours. Mais l'activité physique puis l'appétit avait sacrément changé là, dans les 2-3 premiers jours. Donc, j'ai ça un petit peu de temps encore pour les questions. Donc, je ne sais pas si c'est des éléments que, si j'étais assez clair, si c'est quelque chose qui est... parce que c'est vraiment... ça revient, là, moi je me souviens, les premières fois que j'ai vu ça, c'était dans les années 90, là, le pondérostat, donc la régulation du poids interne. Juste comme ça, là, il y a plusieurs théories du pondérostat, là, du 7 points de théorie, il y en a plusieurs, et il y en a une qui est un courant qui n'a pas été popularisé. Je pense que c'est moins sexy, moins vendeur. C'était le settling point, c'est-à-dire que au lieu que le thermostat soit mis à 20, au lieu que votre poids soit seté à 80, ben c'est plus que votre poids va être à 80 parce que c'est l'équilibre qu'il trouve entre les calories qui rentrent et les calories qui sortent. Donc c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs avant la charrue. Donc, c'est que le poids devient l'exemple, la manifestation de l'équilibre énergétique et non pas le déclencheur des besoins ou de la dépense énergétique. Pas de question, je suis surpris. C'est quelque chose qui est assez complexe. C'est pas... c'est assez particulier. Et moi, en tout cas, honnêtement, je suis surpris que des médecins aient repris ça. Le terme déçu serait un peu fort, là, mais je suis quand même surpris. Si c'est dans une perspective de chercher à déculpabiliser les personnes qui ont essayé de perdre du poids et qui ont été en situation d'échec, je trouve ça moins pire. Mais sinon, c'est un peu là, condamner les gens à avoir un certain poids. Donc, une question de Diane, l'activité physique faite le matin aide le métabolisme de base à s'énergiser? Bien, pas tant que ça. C'est-à-dire que l'activité physique le matin, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter la dépense énergétique associée à l'activité physique. Puis, si le métabolisme de base augmente, c'est en lien avec la récupération. Donc, c'est vraiment les besoins de refaire les réserves énergétiques, les besoins de réparer des tissus, réoxygéner des tissus, etc. Et c'est ça qui va augmenter un petit peu la dépense énergétique, mais c'est pas énorme. Par contre, de faire de l'activité physique le matin, ça va avoir un effet stimulant. Donc, l'effet stimulant, c'est une activation du système nerveux, puis on va être un peu plus éveillé. Donc, l'état d'éveil va être un peu plus important, ce qui peut faire en sorte qu'on peut, dans la journée, être plus actif, bouger plus, parce qu'on a plus d'entrain. Donc, ça, c'est quelque chose qui est super intéressant avec l'activité physique. Là, c'est plus moi, j'appelle ça un effet caféine. Là, donc, de faire l'activité physique le matin, ça a tendance à créer une augmentation de l'activité physique sur 24 heures chez beaucoup de gens. Donc, plus tôt on commence à faire l'activité physique le matin, plus on a tendance à observer que les gens sont capables de maintenir un niveau d'activité physique plus important sur la journée. Donc, Evelyne, est-ce qu'une carence en minéraux ou de vitamines peut également influencer le métabolisme? Oui et non. Des carences pathologiques, donc des carences assez importantes qui vont influencer entre autres les hormones thyroïdiennes. Ça va jouer sur le métabolisme, la dépense énergétique.
D'autres carences, par exemple, au niveau des vitamines du complexe B, donc B12 ou du fer, ben, ça peut influencer indirectement ta capacité à transformer de l'énergie. Si on prend l'exemple extrême de ça, c'est de l'anémie. Donc, différents types d'anémie, différentes formes d'anémie. Mais ce que ça fait, c'est que parce que tu as des carences en acide folique, en B12 ou peu importe, tu n'es pas apte à transporter de l'oxygène en grande quantité. Donc, ça diminue ta capacité aérobie, ça diminue ta capacité à faire de l'activité physique. Et ça peut se traduire par une diminution de ta dépense énergétique sur 24 heures parce que tu n'es pas capable d'être actif, parce que tu as des carences. Mais on a quand même une grande étendue de tolérance à différents niveaux d'apport en vitamines et en minéraux. Donc, quelqu'un qui a une alimentation variée en Amérique du Nord, c'est extrêmement peu probable qu'il y ait des carences suffisamment importantes pour perturber le métabolisme énergétique de façon à ce que ça devienne problématique et que ça influence drastiquement la balance énergétique, puis ça crée une perte de poids ou une prise de poids, là. Donc, Paul-Émile, merci. Comment ça se fait-il qu'il n'y ait pas de système régulateur lorsqu'on est en surplus énergétique? Parce qu'à court terme, puis là, je spécule, là, mais probablement parce qu'à court terme, c'est pas dangereux. C'est pas problématique comme tel. Donc, si je prends 12 kilos de gras demain matin, les conséquences de cette prise de poids-là vont être que, ben, écoute, j'ai 12 kilos de plus à traîner, mais ça, il y a une adaptation passive qui va être là, c'est-à-dire je traîne 12 kilos de plus, donc je vais dépenser plus de calories à faire ce que je faisais. Donc ça, c'est une première chose qui, c'est pas un métabolisme une régulation, un mécanisme de régulation qui est actif, donc c'est passif, comme on parlait tantôt. Mais à part ça, j'ai pas vraiment d'autres problèmes. Tu sais, j'aurais pas boum en 48 heures un diabète de type 2, j'aurais pas boum en 48 heures des artères qui sont extrêmement rigides, etc. Donc l'urgence de l'adaptation pour gérer ça n'est pas là pour l'organisme. Tandis que la perte de poids, c'est une diminution des réserves énergétiques, c'est beaucoup plus critique. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que on peut engraisser, puis on l'observe, on peut prendre du poids, et avant qu'on ait des problèmes, ça prend des années. Et l'organisme est vraiment pas bon pour se projeter dans le futur, pour prédire l'avenir. L'organisme, probablement, quand il y a 25 kilos de trop de gras, probablement qu'il n'y a aucune idée que c'est problématique. Puis probablement qu'il n'est pas capable, l'organisme, faire le lien entre j'ai trop de gras, c'est ça qui cause des problèmes au niveau de mes artères, c'est ça qui cause des problèmes au niveau de ma régulation de la glycémie. Alors, l'organisme comme tel ne serait pas assez évolué, ne serait pas un système assez évolué pour être en mesure de déterminer que la masse grasse va devenir problématique. Donc, c'est une des explications là, fait que de façon darwinesque, là, il ne semble pas y avoir d'avantage à la survie, puis il ne semble pas d'avoir d'avantage à la reproduction, d'être en mesure de prédire qu'un surplus de gras va être problématique. On pourrait supposer que dans 1000 ans, 10 000 ans, je ne sais pas, si la tendance se maintient, puis on réussit à se rendre là, que potentiellement l'organisme pourrait avoir développé des mécanismes de régulation plus précis parce qu'on est plus souvent en présence d'un surplus énergétique, d'un environnement très riche en calories. Donc, on pourrait probablement développer des mécanismes qui feraient en sorte qu'on serait résistant au surplus énergétique et ce serait plus difficile de prendre du poids. Donc, ça serait... mais bon, je ne serais pas là pour vérifier, là. Donc, fait que c'est fort probablement pour ça qu'on n'a pas de... on n'est pas bon pour réguler le surplus énergétique. Puis on le voit aussi là, clairement au niveau de l'appétit, là, les mécanismes hédoniques, là, le plaisir de manger. Tu peux te taper 3-4 000 calories au-dessus de ce que tu as besoin, puis être bien heureux, puis être bien content là, qu'il n'y a pas de déclencheur qui te dise hey, c'est bien trop, là, versus si tu ne manges pas. Tu as un aspect émotif aussi qui s'engage à ça. Là. Tu deviens irritable. Il y a plein de conséquences à différents niveaux qui font en sorte que tu n'es pas bien là. Ça te pousse à sortir de cette zone-là, ne pas rester là. Mais le surplus énergétique, lui, c'est pas comme ça. Là. C'est moins bien régulé. Là. C'est ça. Donc, Hélène, parfois je sens un manque d'énergie, je ressens un besoin de manger sans nécessairement ressentir la faim. Est-ce que... le manque d'énergie, c'est difficile, c'est de voir est-ce que ça... Parce que le manque d'énergie va être associé à de la fatigue. La fatigue, ça peut être une fatigue énergétique.
Donc, je peux avoir des réserves énergétiques qui sont épuisées. Ça, c'est plus souvent le cas au niveau des réserves de sucre dans les muscles. Avoir des réserves de gras épuisées, c'est bien rare que ça arrive, pour ne pas dire jamais. Donc, c'est possible que le manque d'énergie soit associé à une baisse des réserves énergétiques dans le muscle, mais c'est possible que le manque d'énergie soit associé à une fatigue du système nerveux central, une fatigue du système nerveux périphérique, une perturbation au niveau de la chimie du muscle qui cause une fatigue. Donc, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Et si par exemple c'est une fatigue du système nerveux central, bien, ça peut laisser un petit peu plus de place aux besoins hédoniques d'alimentation, donc de se nourrir pour plus un aspect psychologique, émotif, social, etc. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi que le manque d'énergie est effectivement une carence ou un déséquilibre énergétique qui se prolonge dans le temps. Puis, on a le goût de manger sans nécessairement ressentir une faim très aiguë. Puis la perception, la sensation de faim aussi, c'est quelque chose qui se module à travers le temps et les expériences et qui est aussi influencé par les aliments auxquels on est exposé. Donc ça aussi, c'est tous des éléments, donc il y a des facteurs environnementaux qui peuvent influencer notre faim. Là. Le classique de la publicité, là, tu n'as pas super faim, mais tu vois une publicité d'un aliment que tu aimes beaucoup, ben, tu peux avoir le goût de manger cet aliment-là sans nécessairement avoir faim, puis tu peux faussement associer ça à une fatigue comme telle. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est inquiétant, qui est problématique, mais c'est des fois d'essayer de voir, j'ai envie de manger quoi? Est-ce que j'ai envie de manger quelque chose de précis ou est-ce que j'ai juste le goût de manger n'importe quoi? Donc, est-ce que je mangerais juste du salé? Est-ce que je mangerais juste du sucré? Donc, ça aussi, ça peut être un indicateur. Par exemple, quand on va avoir un goût sucré, ben, c'est souvent associé à des besoins énergétiques en termes du glycogène musculaire ou hépatique. C'est pas la même chose si on a un goût de salé. Donc, ça aussi, ça peut nous donner une piste là, sur qu'est-ce qui peut être le déclencheur là, de cette faim-là. Un excellent livre là-dessus, pour tout ce qui est l'aspect émotif de l'alimentation, moi je l'aime bien. C'est un peu psychopop, là, mais c'est pas méchant. Là, c'est Life is hard, food is easy. Donc, c'est un livre assez intéressant là, pour aider à démystifier là, un peu nos différentes formes de faim, d'appétit, puis de contextualiser ça. Faut en prendre, faut en laisser dans le livre, mais il y a des choses assez intéressantes là, quand même. Donc, Mélanie, pas certaine dans le sujet, très chaud la nuit depuis toujours, est-ce que ça veut dire quelque chose sur mon métabolisme? Écoute, ça peut aller très loin. Ça peut partir que s'il fait 27 sur ton thermostat de chauffage dans ta chambre, c'est pas normal que tu aies chaud. Donc, premièrement, il faut considérer, c'est quoi la température ambiante? Est-ce que ça, c'est un facteur? Première chose. Bon, je suis pas mal sûr que c'est pas le cas, là. Mais sinon, les autres éléments, c'est de voir. D'habitude, quand on a chaud, c'est qu'il y a une élévation de la température centrale. Ça peut être associé à une pathologie, par exemple, je fais de la fièvre, je lutte contre un virus, etc. Ou ça peut être associé aussi à une augmentation de la récupération. Donc, si j'ai fait des gros entraînements en fin de journée, c'est possible que le soir, quand je me couche, il y a des mécanismes qui s'activent, donc il y a des mécanismes, des processus énergétiques associés à la récupération. Et ça aussi, ça peut faire en sorte que la température, on va avoir chaud un petit peu. Donc ça, c'est des éléments. Sinon, de mémoire, il y avait certaines choses avec l'hypothalamus aussi, puis le sommeil. Donc certains dérèglements au niveau de certaines hormones, certaines phases du sommeil, mais c'est flou, là, c'est lointain. J'ai vu ça il y a peut-être 10-15 ans. Mais donc ça peut être associé là, à certains désordres, puis aussi ça peut être associé entre autres à de l'hyperthyroïdie ou une hyperthyroïdie légère. Donc il y a plein de choses. Si tu manges avant de te coucher, il y a la thermogénèse alimentaire, le coût énergétique de la digestion. Ça aussi, ça élève la température, donc ça pourrait être associé à ça. Donc il y a plusieurs facteurs, mais c'est pas nécessairement là, problématique là, autre que des problèmes de couple parce que toi tu as chaud, lui il a froid et ainsi de suite là. Ensuite, est-ce que c'est vrai que prendre notre repas rapidement pour faire une activité intense, on métabolise mieux les aliments? C'est pas qu'on métabolise... oui, on métabolise mieux. C'est-à-dire que surtout les glucides, donc les glucides vont s'assimiler mieux et leur destinée métabolique
vont s'en aller beaucoup plus au niveau des muscles dont les réserves de glycogène ont été affectées. Donc, si tu vas faire un entraînement qui est très énergivore, un entraînement qui fait dépenser 500-600 calories à haute intensité, c'est majoritairement du glycogène que tu vas utiliser. Si très rapidement après la fin de ton effort, donc c'est pas nécessairement à la fin de l'entraînement. Le classique dans le temps qu'on pouvait aller dans les centres de conditionnement physique, je m'étais amusé à calculer le temps entre la fin de l'entraînement de quelqu'un puis le moment où il prenait une boisson de récupération glucosée, là, une boisson sucrée. Puis la fin de l'entraînement, c'était par exemple quand il finissait sur son tapis roulant. Donc là, on finit le tapis roulant, je descends, ben là, je vais aller faire un petit peu d'abdos. Ben, on s'entend, c'est pas énergivore les abdos, là. Je vais faire un petit peu d'abdos, je vais aller faire des étirements, je vais aller prendre ma douche. Après ça, je vais jaser un peu à la réception, je vais acheter ma boisson, puis là, je vais la prendre. Mais il y a peut-être 45 minutes, 1 heure déjà qui s'était écoulé entre la fin officielle de l'effort puis le moment où la personne achetait sa boisson. S'il y avait le malheur de dire, ben, je vais la boire dans l'auto en m'en allant, ben, on est déjà 1 heure et demie quasiment après là, la fin de l'effort. Donc, pour revenir à ta question, ben, la majorité des glucides qu'on va consommer après un effort vont s'en aller dans les muscles et ils n'iront pas faire autre chose en termes de destinée métabolique. Donc, ils ne seront pas utilisés pour faire de la lipogénèse de novo, donc former du nouveau gras. Ils ne seront probablement pas oxydés pour faire de l'énergie. Donc, ça devient intéressant pour ça. Sauf que, avec le dernier point de ta question, est-ce que ça aidera au contrôle du poids? C'est quand même assez négligeable comme quantité. Fait que, si tu es une bébête à sucre, tu es en phase de perte de poids, puis tu te dis je trouve ça donc difficile de me priver de mes jujubes, c'est un supplice épouvantable, j'aime donc les jujubes, le soir je mangeais des jujubes tout le temps, puis j'étais heureux, puis bon, mettons là, que ça arrive, ben, moi je te dirais, ben, si tu as des jujubes à manger, ben, tu es bien mieux de les prendre tout de suite après ton entraînement, parce que presque la totalité de ces jujubes-là va être utilisée pour faire du glycogène, ça va être super efficace, parce que ça c'est favorable pour faire de l'activité physique. Fait que si tu as un moment pour manger des sucreries, ben après l'entraînement, c'est le meilleur temps. Le restant de tes repas puis tes collations, j'aimerais ça que tu manges des glucides hyper nutritifs, comme des fruits, comme des produits céréaliers complets, etc., etc. Alors, à ce niveau-là, ça peut être intéressant, mais ça a mathématiquement peu d'impact. On ne parle pas d'une différence de 400 calories, puis yes, je vais perdre 25 kilos si je fais ça. Puis si je ne le fais pas, ben je ne perdrai pas 25 kilos. Donc, c'est pas mal ça. Donc, oui, l'activité physique va influencer là, comment on digère puis métabolise, surtout les glucides. Ah, combien de grammes de jujube? Ben, écoute, ça c'est un calcul. Ça fait une couple de fois que je le fais en ligne, ce calcul-là. Ben, c'est pas compliqué. Tu regardes, tu estimes la quantité de calories que tu dépenses pendant ton entraînement. Plus l'entraînement est à haute intensité, plus la majorité de ces calories-là, ça va être des glucides. Fait que si tu fais un entraînement de 1 heure, puis tu dépenses 800 calories, ben, tu divises tes 800 calories par 4 parce que à peu près 1 gramme de glucides va nous donner environ 4 calories. Fait que tes 800 calories, tu les divises par 4, ça va nous donner 200 grammes. Donc, tu peux consommer 200 grammes de jujube. Sauf que c'est des mécanismes de digestion qui sont saturables, ça veut dire qu'on a une valeur plafond. Ça se situe approximativement à 1,5 g de glucides par kilogramme de poids par heure. Alors, si tu pèses 50 kg, ben, tu peux prendre 1,5 x 50 kg, 75 g à peu près de glucides par heure. Fait que si tu as 200 g à prendre, ben, il va falloir que tu échelonnes ça sur plusieurs heures parce que fort probablement que si tu les prends toutes d'une shot, tu ne seras pas efficace à les utiliser. Tu vas saturer là, ta capacité à ton organisme de refaire tes réserves de glycogène. Donc, c'est un petit calcul simple qu'on peut faire et qu'on peut utiliser. Où trouver notre poids santé? Excellente question, Diane. C'est le poids santé, si on prend ça d'un point de vue, quel est le poids qui va me mettre le moins à risque de développer des problèmes de santé? L'IMC devient un outil super intéressant, comme outil facile d'utilisation. Son pouvoir de prédiction est très intéressant. Donc, le poids santé va être entre à peu près 18,9 kg par mètre carré d'IMC jusqu'à environ 25. C'est là qu'on minimise
les risques associés au poids. Donc, c'est là qu'on aimerait se situer. Ensuite de ça, tu fais mention d'une balance intelligente. Ce qui va être après important, c'est de regarder, s'assurer que la composition corporelle de notre poids est adéquate. Donc, est-ce que si mon poids fait en sorte que j'ai un IMC entre 18 et 25, mais ensuite de ça, est-ce que ma masse grasse est correcte? Est-ce que ma masse maigre est correcte? Parce que si j'ai une masse maigre qui est beaucoup trop basse et une masse grasse qui est beaucoup trop haute, je peux avoir un poids total normal, mais ça va être problématique. Donc ça serait une chose à surveiller. Je n'utiliserai pas le pourcentage de gras qui vient de la balance intelligente là, parce qu'il peut y avoir des grosses variations. Mais si l'IMC est entre 18 et 25, l'étape pour aller un peu plus loin et s'assurer que tout est correct, bien à ce moment-là, on va essayer d'aller voir si la masse grasse et la masse maigre sont dans des paramètres corrects. Donc, Johan, est-ce qu'on fait une différence entre les entraînements cardio versus muscu, calculer les besoins? Plus ou moins. C'est-à-dire qu'à la base, ça va être la précision de ta mesure qui va être affectée. Un entraînement cardio, on a des outils qui vont nous donner une bonne idée des calories qu'on a dépensées là-dessus. La plupart des cardio-fréquence-mètres sur de la course, sur du vélo, vont nous donner un estimé assez intéressant et suffisamment précis pour ce qu'on veut faire en termes de calories. Puis sur le cardio, ben, plus l'intensité est élevée, ben, plus ça va être des glucides. Donc si on est à 75, 85, 90% de nos capacités sur du cardio, ça va être majoritairement des glucides qui vont être utilisés. En muscu, beaucoup plus difficile d'estimer la dépense énergétique, beaucoup plus difficile de la mesurer, sauf que la totalité de l'énergie va provenir de ce qui se rapproche des glucides. Donc, ce ne sera pas les lipides qui vont nous servir pour faire ce type d'effort-là. Moi, j'utilise souvent un 5 à 7 calories par minute d'effort en musculation. Donc, selon les types d'entraînement que les gens vont faire, là, donc je regarde, je vais essayer de voir combien de temps j'ai forcé pendant mon entraînement. Ben ça, je vais multiplier ça par 5 à 7. Là, plus j'ai travaillé avec des petits groupes musculaires, plus je me rapproche du 5. Là, si j'ai fait une séance d'entraînement de musculation juste de biceps et triceps, ben, chaque minute d'effort que j'ai fait, si je fais une série de 12, ça va me prendre à peu près une minute à faire. Fait que je calcule ça rapidement, je fais x5, ça va me donner une idée sommaire là, de la dépense énergétique associée à la musculation. Puis c'est les entraînements qui ont mobilisé des grosses masses musculaires sur des exercices où ça ne se déplace pas trop. Genre j'ai fait de l'extension des jambes, de la flexion des jambes, le leg curl, leg extension. On va se rapprocher du 7. Si j'ai fait des exercices qui mobilisaient beaucoup de masse musculaire, puis en plus on déplaçait des grandes charges, donc des mouvements d'haltérophilie, des choses comme ça, on peut presque penser à monter à pas loin de 10 calories minute pour toujours les minutes d'effort. Si vous faites une séance d'entraînement de 60 minutes, vous n'avez pas fait 60 minutes d'effort. Là. Bien souvent, il y a plus de pauses que de temps d'effort. Donc ça, c'est à considérer, là, mais ça peut nous donner une idée là, pour le calcul au niveau de la dépense énergétique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? J'aimerais ça aussi amener un élément intéressant pour revenir au 7 points pondéral. Le 7 points pondéral, mettons que c'est vrai, là, puis que c'est comme ça qu'on fonctionne. Imaginez-vous comment l'organisme doit réguler ça en fonction de la croissance. C'est-à-dire que du nouveau-né jusqu'à la petite enfance, l'âge adulte, etc., c'est vraiment... écoute, il faudrait des mécanismes... c'est fou, là. Si c'était le poids, parce que c'est quoi le poids préprogrammé à 2 mois, 3 mois, 1 an, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Donc, il faut que ça change. Alors, on a souvent tendance à penser uniquement, ah ben là, c'est mon poids adulte qui est programmé, un peu comme la grandeur l'est. T'sais, on dit que la grandeur, c'est pas mal prédéterminé génétiquement, ce qui n'est pas faux, mais c'est aussi influencé par des facteurs environnementaux. Alors le poids, lui aussi va être déterminé génétiquement. Sauf que le poids, c'est moins, c'est moins homogène que la stature. Donc la stature, c'est surtout déterminé par notre squelette. Donc, c'est surtout cette taille-là. Et le squelette, c'est pas directement associé à des réserves, à de l'emmagasinage d'énergie comme tel. Donc, c'est normal que la stature fluctue beaucoup moins et soit plus aisément prédéterminée
que le poids. Parce que le poids, il y a des compartiments d'énergie qui sont faits justement pour être volatiles. Là, donc, gonfler, rapetisser, justement pour s'adapter en fonction des besoins et des exigences de l'environnement. Donc, Mélanie, sur la balance intelligence, les calories qui sont indiquées, ça dépend des modèles. La plupart du temps, c'est le métabolisme de repos. Si ça indique 1300 calories, c'est le métabolisme de repos. Et c'est bien que tu ajoutes ton PS, ton post-scriptum. Je sais qu'il faut faire attention à ces valeurs. Oui, parce que c'est un calcul. C'est le courant électrique qui passe dans vos pieds, là, qui mesure votre composition corporelle, il ne mesure pas votre métabolisme. Donc, qu'est-ce que la balance fait? Dans le pire des cas, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre votre âge, si c'est rentré, votre poids total, votre sexe, et elle va utiliser une équation de 1929 pour donner votre métabolisme de repos. Fait que ça, je peux vous le faire au téléphone. C'est pas une mesure, si on utilise une équation pour prédire quelque chose, et ça va prédire une valeur qui est normale, et qui est normale pour le groupe sur lequel on a développé l'équation, qui était des femmes là, en 1929. Si sont un petit peu plus à leur affaire, là, la compagnie qui a fabriqué la balance intelligente, vu qu'il y a une mesure de composition corporelle, ben, ils vont utiliser la masse maigre puis la masse grasse. Donc, en utilisant le pourcentage de gras, ils vont arriver à ces valeurs-là. Puis, il y a des équations qui existent qui prédisent la dépense énergétique avec la partie de la masse maigre et la masse grasse. C'est un peu mieux, mais ben, on dépend de la précision de la balance pour déterminer le pourcentage de gras. Si ça se trompe de 4%, ben, ça va se tromper sur la masse maigre et sur la masse grasse et ça va venir influencer notre prédiction de métabolisme de repos. Et l'autre point que je me fais toujours un plaisir d'ajouter, qu'est-ce que ça me donne de savoir mon métabolisme de repos? C'est à peu près pareil hier, c'est pas mal pareil aujourd'hui, ça va être à peu près pareil demain. C'est pas ça qui varie le plus. Ce qui varie le plus, c'est mon activité physique sur 24 heures. Pas juste l'entraînement, mais tout ce que je vais faire, mon quotidien sur 24 heures. Donc ça, ce chiffre-là est beaucoup plus intéressant là, à avoir. Là. Donc vraiment, vraiment important. Plus que le métabolisme de repos. Tu sais, mon dada, c'est le métabolisme énergétique, la composition corporelle, c'est mon dada aussi, j'adore ça, puis je vous dirais, le métabolisme de repos, moi, je tripe à en mesurer, là. J'ai du fun à en mesurer, mais mon fun provient du fait que je vais essayer de comparer la valeur obtenue avec une mesure, avec une mesure prédite avec une équation appropriée. Donc, c'est là que j'ai du fun. Mais pour la personne, ça ne change pas nécessairement grand-chose là, dans la majorité des cas d'avoir une mesure de métabolisme de repos. Mais c'est fou les gens qui vont me demander de faire des mesures de métabolisme de repos. Moi, je leur dis, ça m'intéresserait plus de faire une mesure de l'activité physique. Donc, vraiment quantifier tout ce que tu fais sur 24 heures. Ça m'intéresse beaucoup parce que ton métabolisme de repos, je pense que je peux le prédire puis être à peu près à plus ou moins 100 calories là, dedans. Mais ton activité physique, j'en ai absolument aucune idée. Même si tu me dis c'est quoi ta vie, j'ai aucune idée. Donc, Diane, prendre beaucoup d'eau aide à la perte de poids. Plusieurs niveaux à la question. Donc, prendre beaucoup d'eau dans un premier temps, plus tu bois, plus tu prends du poids. Plus tu bois, plus tu prends du poids. Donc, chaque litre d'eau, c'est 1 kilo. Fait que si je bois, puis je me pèse, je vais être plus pesant. Donc, ça peut avoir l'air ridicule un peu comme réponse, mais il ne faut pas le négliger parce que l'eau qui s'en va dans la vessie, c'est toujours du poids sur la balance. On dit de boire beaucoup d'eau, c'est pas quelque chose qui est mauvais comme tel, là, à moins de tomber à des quantités excessives d'eau pour faire de l'hyponatrémie. Mais boire beaucoup d'eau, c'est pas problématique. On dit aux gens de boire beaucoup d'eau pour les propriétés mécaniques de distension du système digestif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je bois de l'eau, ça prend de la place dans le système digestif et ça, c'est un des mécanismes qui va envoyer des signaux de satiété, qui va dire que tu n'as plus faim parce que tu es plein. C'en est un. Et ce n'est pas le seul. Et c'est là que c'est le problème avec boire beaucoup d'eau. Les gens pensent que boire beaucoup d'eau, ça va couper la faim. À un certain point, ça va couper la faim pour l'aspect mécanique que je vous ai dit. Là, ça va distendre le système digestif un peu. Mais comme c'est liquide, ça ne reste pas longtemps. Là, ça va tomber dans le drain et ça va être évacué. Et l'autre problème, c'est que nos autres mécanismes de régulation, par exemple ceux qui sont associés aux réserves énergétiques de glycogène ou encore à la glycémie, au taux de sucre sanguin, eux autres, ils ne sont pas influencés par le fait que je bois de l'eau ou non. Donc, c'est un peu pelleter la problématique un petit peu plus loin. Alors, moi, je pense que boire beaucoup d'eau, je pense que ce qui est important, c'est boire assez d'eau. Puis dans une optique de perte de poids, si on a absolument besoin d'eau pour réguler notre appétit, il y a quelque chose dans le processus qui est pas planifié correct et ce qui risque de faire en sorte qu'on se place à risque de regagner
le poids perdu là, dès que les conditions vont changer. Donc, c'est un petit peu ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Cool. Donc, moi, je vous invite à aller et puis à essayer de fouiller un petit peu là, sur la théorie de la consigne pondérale, le pondérostat, le set point, le settling point. C'est super intéressant et s'il y en a qui ont des antécédents ou des intérêts là, en ingénierie ou ces choses-là, là, c'est des contrôles, des systèmes de contrôle, c'est vraiment fascinant. Là, et il y en a beaucoup qu'on voit dans leurs publications, dans ce qu'ils écrivent, ils ont un background d'ingénieur parce qu'ils parlent vraiment comme si c'était des systèmes mécaniques, donc vraiment des systèmes très souvent fermés, alors qu'en biologie, les systèmes qu'on a, c'est un petit peu différent. C'est souvent plus difficile de les mettre dans des boîtes puis de les contrôler. Donc, c'est ça. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à partager, à appuyer sur le like. Ça a l'air que ça fait des différences. En tout cas, moi, ça fait une différence parce que je trouve ça le fun. Et si jamais vous avez des questions, des thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde, écoutez, envoyez-moi un petit message Facebook. Ça va me faire plaisir si c'est dans mes cordes, d'attaquer ça. On m'a demandé récemment de parler de la VO2 max, donc la capacité aérobie. Donc, probablement que la semaine prochaine, là, on va parler de capacité aérobie, puis qu'est-ce que ça mange en hiver, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, pourquoi c'est souvent une qualité entraînable qui est sous-estimée ou qui est entraînée pas tout à fait correcte. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci Diane, merci Valérie. Puis, encore une fois, n'hésitez pas à partager, puis au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.